Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Il est temps que je vous donne quelques explications sur cet effet visuel qui a suscité beaucoup d'interrogations dans ma petite vidéo que je voulais simple, un petit short, c'était un mème, un hommage rendu au groupe Daft Punk, hein, dont la musique rappelle étrangement celle des synthés et un peu celle du Commodore 64. Alors sur cet effet visuel, qu'est-ce que vous voyez concrètement? Il y a jusqu'à 8 couleurs différentes, hein, qui s'affichent dans chaque caractère et puis, il y a un changement. Alors on voit qu'il y a un petit peu de noir, et puis on devine évidemment qu'il y a une interruption avec la présence du curseur, hein. Alors je vais vous montrer, un petit peu je vais modifier, je vais faire un appel de la routine à nouveau et vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Bah, c'est une routine qui repose tout simplement sur une modification de la couleur de fond d'écran à chaque balayage de ligne, hein, du faisceau raster, mais également une inversion des caractères, hein. Les caractères sont tout simplement sur cette ligne-là inversés contrairement au reste de l'écran. Alors j'ai un petit peu triché puisque ici, ça se voit pas parce que j'ai tout simplement dit que, bah, ce serait de la couleur, de fond bleu foncé, hein. Donc ça se voit pas ici, mais ça se voit dans les autres caractères. Donc si je réinverse à nouveau les caractères, on voit, ici également tout en bas, du caractère qui fait, l'objet d'une matrice, hein, de 8 sur 8. On voit que la dernière ligne fait l'objet, bah, d'une couleur, qui n'apparaît pas si j'inverse les caractères puisque cette dernière ligne n'est pas, comment dire? Bah, elle ne fait pas l'objet de données, en fait, cette dernière ligne, hein, sur les caractères standards du Commodore 64. Voilà pour l'explication du tour de magie. Bah, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de voir en détail comment fonctionne cette routine. C'est l'occasion pour des débutants d'apprendre un petit peu de langage machine. Je vais essayer de faire une explication pas à pas. Alors, pour réaliser, hein, ce programme en langage machine, vous aurez besoin d'un assembleur. Moi, j'utilise CBM PRG Studio. On s'entend bien, donc on va pas changer une équipe qui gagne. Mon programme débute à l'adresse 1000 en hexadécimal, 4096 en décimale. Et la première chose que nous allons faire, c'est de désactiver les interruptions du processeur 6502, 6510, hein, 6510 sur le Commodore 64, et nous allons également modifier les, euh, les adresses, hein, pointées par le vecteur propre aux IRQ, aux interruptions demande d'interruption du kernel. Alors comment on va faire? Tout simplement, ben, hop, on va à la ligne. Hop, et en plus, vous avez à la fois en français et en anglais ce qui se passe, hein, à quoi correspondent ces instructions. Donc SEI, c'est pour désactiver les interruptions, les IRQ propres au processeur 6502, et je devrais dire 6510 pour le Commodore 64. Et ici, nous avons tout un paquet d'instructions qui modifient l'octet de poids faible et l'octet de poids fort du vecteur qui pointe à la routine de gestion des interruptions du kernel du Commodore 64 pour qu'elle pointe une routine que nous intitulerons IRQ. À ce stade, nous ne la rédigeons pas encore, on verra un peu plus tard. Alors dans le Commodore 64, il y a une puce, même 2 puces, c'est les puces CIA qui sont susceptibles d'avoir des effets sur les interruptions. Elles génèrent en fait des interruptions de manière régulière. Alors, tous les 60e de seconde, on va résumer, enfin c'est plus exactement un nombre de cycles. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo sur les puces, la puce CIA. Alors, nous allons avoir besoin de faire deux choses.
c'est d'abord de charger une valeur 7F. 7F, ça correspond tout simplement à cette valeur, je vais la mettre en binaire, 0, 1, 1, 1, ensuite 1, 2, 3, 4, voilà. Donc ce qui est important, c'est de voir que le 8e bit ici est désactivé, il est placé dans un registre qui est propre à la puce CIA numéro 1, et ça va désactiver, en fait, suspendre comment dire, tant que le registre n'est pas lu, hein, ça va suspendre la génération d'interruptions par cette puce en plaçant, simplement en mettant la valeur 0 dans le bit 8, le bit 7, pardon, donc le 8e but du registre DC02. C'est fondamental, ça. Alors, parfois, c'est pas toujours nécessaire. Vous aurez des routines qui fonctionnent assez bien. Il est quand même recommandé de le faire pour éviter vous savez, des blocages hein, du processeur. Ensuite, nous allons paramétrer les instructions de telle sorte que, de manière à générer des interruptions liées au faisceau de balayage raster. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord placer la valeur 56 dans le registre D012 afin que les interruptions qui sont liées au faisceau de balayage, hein, au mouvement en fait du faisceau de balayage raster, eh bien, il y aura une interruption lorsque le faisceau de balayage arrivera en ligne 56 et à ce moment-là, ça provoquera la routine de gestion de l'interruption que j'ai nommée IRQ. Vous voyez ici. Donc, lorsque le faisceau de balayage arrive à la ligne d'écran au numéro 56, eh bien, l'interruption surviendra tout simplement. Alors ici, je place cette valeur 1B. Ce qui est important, c'est dans cette valeur 1B, c'est un peu la valeur par défaut hein, du registre D01. Je la replace au cas où. Bon, là, c'est une question de bonne pratique. En principe, vous n'avez pas besoin de faire parce que c'est la valeur par défaut. Mais ce qui est important dans cette valeur, c'est de retenir que le bit 7 également, le 8e bit du registre, sera positionné en 0. Ce registre des 011, le 8e bit en tout cas, du registre des 011 correspond un peu au bit 8 du registre contrôlant le faisceau de balayage. Hein. Le registre des 012 n'a que 8 bits, donc il faut un 9e bit pour contrôler les mouvements au-delà de la valeur 255. Et enfin, nous allons armer le registre D01A, en lui plaçant cette valeur 1, ça va armer les interruptions liées au faisceau de balayage raster. En plaçant cette valeur 1, eh bien, les interruptions vont pouvoir survenir. Une fois que nous avons fait tout ça, eh bien, nous pouvons à ce moment-là réactiver les interruptions avec l'instruction CLI. Ensuite, nous aurons besoin de modifier les 40 caractères, enfin la ligne hein, des 40 caractères à l'écran qui nous intéresse, celle qui va faire l'objet de ces modifications de couleur. Nous avons besoin de la modifier de telle sorte à ce que les caractères soient inversés. Alors, c'est assez simple, il y a mille et une façons hein, de faire. Vous pouvez faire tout simplement replacer de nouveaux caractères. Moi, j'ai utilisé la technique du fainéant, c'est-à-dire que j'ai chargé les codes valeurs, hein, ce qu'on appelle les codes écran de ces caractères, et je les ai inversés en ajoutant la valeur 528 et je les ai replacés exactement au même écran. Alors j'ai utilisé cette partie de routine hein, qui tourne en boucle, donc vous voyez, 1024 plus 39, la routine va commencer à opérer à partir de la, la ligne, alors 1024 plus 39 plus 40 parce que j'ai utilisé une boucle qui décroît et non pas qui augmente. Et voilà, donc 1024 plus 39 en fait, ça correspond à 40 caractères de plus puisque je suis dans un
un système comment dire, de registre d'écrue. Alors X va servir de registre d'indexation. Et que vous dire d'autre également? Ah oui, et ce qui était important, donc j'ai fait un copier-coller des caractères en les inversant, mais ici dans cette partie de routine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé sur ces caractères la valeur 0,6, c'est un petit peu, c'est la couleur par défaut de fond d'écran à l'allumage de l'ordinateur 0,6. J'ai replacé cette valeur 0,6 dans ces caractères pour que il soit inversé, mais avec une couleur, avec la couleur du fond, par défaut, hein, du fond d'écran du Commodore 64. Nous avons presque terminé avec la routine principale, hein, voilà, la routine principale de mon programme. Il faut tout simplement après la terminer par un RTS pour revenir au basique. Nous pouvons maintenant commencer à rédiger la routine de gestion de l'interruption du faisceau raster. Voilà. Alors, notre routine de gestion de l'interruption du faisceau raster, souvenez-vous, nous l'avons appelé IRQ. C'est sa désignation, label en anglais. Cette routine va débuter lorsque le faisceau de balayage le faisceau de balayage raster sera en ligne d'écran 56. Alors, vous avez un petit temps de latence parce que lorsqu'une une interruption survient, pardon, le processeur va exécuter un certain nombre d'opérations préparatoires, ce qui fait que la routine n'est pas exécutée exactement au début même, hein, où le faisceau de balayage est à la ligne 56. Il y a un petit temps qui s'est écoulé, plutôt au milieu de cette ligne, voire milieu fin. Et si c'est une mauvaise ligne, eh bien, il est carrément à la fin, parce que ce qu'on appelle les mauvaises lignes de faisceau raster, laissent très peu de temps au processeur pour exécuter des instructions. En fait, les cycles sont monopolisés pour la puce VIC, VIC2, hein, la puce qui gère la vidéo sur le Commodore 64. Ma routine, donc, la première chose qu'elle va faire, c'est vérifier quel est l'état du registre D019 qui indique la nature de l'interruption. C'est le bit 7 qui indique si c'est une interruption liée au faisceau raster ou non. Si le bit 7 du registre D019 est activé, eh bien ça veut dire que c'est bien une interruption liée au faisceau de balayage raster, et à l'inverse, bah non. Donc si je veux faire une routine qui fonctionne assez bien, voilà, on veut rentrer dans la mécanique de précision, je suis un petit peu obligé de regarder ce qui se passe dans ce registre, en tout cas demander au processeur de regarder ce qui s'y passe, et si bah, le bit 7 n'a pas été activé, eh bien à ce moment-là, il faut que je sorte de ma routine de gestion d'interruption pour aller vers la routine de gestion des interruptions par défaut du kernel, que je vais placer à la ligne exit. Et à la ligne exit, alors nous allons la mettre ici, voilà, vous voyez, elle se termine par tout simplement un jump, l'instruction jump, vers cette adresse EA31. C'est l'adresse de la routine de gestion par défaut des interruptions du kernel. Grosso modo, ça veut dire que les puces CIA, enfin la puce CIA numéro 1 va prendre le relais des interruptions toutes les 60e de seconde. Nous allons ensuite insérer une petite boucle d'attente, hein. Je vous ai dit que normalement, lorsque l'interruption survenait, le faisceau de balayage raster était en ligne 56-57. C'est un tout petit peu trop tôt. Je vais ici rajouter une boucle d'attente pour m'assurer que le code n'est exécuté que lorsque la ligne de faisceau de balayage arrive en ligne d'écran 58. Nous allons devoir, à ce moment-là, tenir compte de 3 délais. Le premier délai, c'est le temps nécessaire
pour que la ligne 58 soit balayée hein, par le faisceau raster. Et ensuite, nous aurons 8 lignes correspondant aux 8 lignes du caractère, hein, dont les couleurs sont modifiées, qui vont être lues. Et sur ces 8 lignes, vous avez une ligne, ce qu'on appelle une mauvaise ligne, où les cycles sont beaucoup plus courts. Alors nous allons créer une table que je vais insérer ici, une table des délais, pour tenir compte de ces 3 délais, en quelque sorte. Vous avez le délai nécessaire au balayage de la ligne 58, le délai nécessaire au balayage de la mauvaise ligne, et ensuite les délais nécessaires au balayage des 7 lignes suivantes. Alors, je rappelle que la mauvaise ligne, ce qu'on appelle une mauvaise ligne hein, de balayage, une mauvaise ligne du faisceau raster, c'est une ligne pendant laquelle les cycles, en quelque sorte, sont volés par la puce VIC pour qu'elle effectue des opérations prioritairement sur le processeur qui est bloqué. En quelque sorte, il ne peut pas utiliser ces cycles pour faire des calculs, effectuer des opérations. Donc j'ai inséré une table qui indique différents délais et nous allons rajouter une partie de routine je me suis trompé, excusez-moi. Je vais rajouter une partie de routine qui va prévoir la lecture de ces différentes valeurs. Bon, alors vous allez voir comment je l'ai structuré, c'est assez classique. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est parce que j'ai fait ça. Voilà. Donc nous allons utiliser X comme un compteur, hein, un compteur de lecture de cette table des délais. Y va charger la valeur et nous allons décrémenter la valeur de Y en fonction de la valeur chargée. Et donc tant que Y n'est pas arrivé à 0, il y a une petite boucle, vous voyez ici, qui s'opère. Ici sur le côté à droite, je vous ai indiqué le nombre de cycles qui étaient utilisés, sachant que le balayage d'une ligne d'un faisceau raster est de 63 cycles, hein, ça c'est pour une ligne normale, et puis pour une mauvaise ligne, alors là j'ai un petit trou de mémoire, je crois que c'est une vingtaine de cycles, vous en avez beaucoup moins en fait, hein, voilà, au lieu d'avoir 63 cycles, vous n'avez que 20 cycles, raison pour laquelle mon délai d'attente est plus court aussi pour la mauvaise ligne. Donc sur la droite, je vous ai dit que je vous ai indiqué le nombre de cycles utilisés, donc le chargement de cette valeur 0 dans le registre X, ça prend 2 cycles. Vous allez avoir la lecture ici de la table délai, ça va me prendre 4 cycles. Ensuite, vous allez avoir cette instruction pour décrémenter Y qui va prendre 2 cycles. Et puis ensuite, cette instruction supplémentaire qui prend 3 cycles si le branchement est pris, s'il n'est pas pris, les deux. Donc sachant que sur 8, sur une valeur de 9, 8 fois, eh bien, le branchement sera pris. Donc nous allons avoir 5 fois 8, 40, plus 4 cycles lorsque le branchement n'est pas pris. Donc c'est sur la première ligne de balayage, eh bien, vous allez avoir 44 cycles plus 6, ça fait 50 cycles. Déjà rien que pour prendre en compte le premier temps hein, de balayage, c'est-à-dire le temps de balayage nécessaire à la ligne 58. Vous avez déjà 50 cycles qui sont utilisés. Ensuite, pour les lignes classiques, hein, on sera plutôt sur du 45. Et puis ensuite, je vais rajouter des instructions supplémentaires qui vont prendre des cycles et vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais ensuite rajouter des instructions qui vont correspondre à la lecture des codes valeurs pour les couleurs. Hop, vous voyez ici. Donc nous chargeons cette instruction va charger dans une table hein, que j'ai appelée couleur, un code couleur. Je rajoute des petites instructions supplémentaires pour ralentir le code. Ça prend 2 cycles à chaque fois, sachant que si vous vous amusez à faire ça, c'est-à-dire que vous modifiez également le contour hein, de
l'écran, eh bien à ce moment-là, il faudra effacer, hein, ces quelques lignes. Je remets le code à l'origine. Et puis ensuite, le code couleur est placé dans le registre D021, c'est-à-dire 53 281. Et ensuite, bah, je vais incrémenter X et je vais effectuer cette opération tout simplement 8 fois pour avoir 8 codes couleurs différents, en fait, 8 codes couleurs qui correspondent à chacune des lignes du code caractère. Et donc, tant que je n'ai pas fait ça 8 fois, eh bien, cette opération tourne en boucle. Voilà pour le principe de lecture des codes couleurs de ma table. Alors, ce qu'il faut, évidemment, c'est que j'insère une table de code couleurs. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors, vous avez 8 couleurs. 8 couleurs. Hop, je les copie. On va les mettre. Donc, j'ai ma table des délais et ma table des couleurs. Bon, on va la mettre ici. Voilà les couleurs que j'ai choisies. Alors, je vais devoir tenir compte d'un autre délai supplémentaire. Vous allez comprendre, c'est-à-dire que lorsque j'ai changé la couleur de ma dernière ligne de mon caractère, eh bien, je suis obligé d'attendre que le faisceau raster ait complètement balayé la ligne. Donc, je vais rajouter un délai supplémentaire, bon, de 9 à peu près, avant de procéder cette fois-ci à la remise en état de mes couleurs d'origine de fond d'écran. Je vais, hop, vous allez voir, je vais rajouter une ligne d'instruction. Ces 4 lignes d'instruction vont modifier, remettre les codes couleurs d'origine des fonds d'écran. Alors il y a le contour également, vous voyez ici le contour, je l'ai rajouté, et vous avez le fond d'écran, ici c'est le code couleur 06. Donc, ces instructions vont rétablir les codes couleurs d'origine, mais avant de les rétablir, je suis obligé d'attendre que le faisceau de balayage ait complètement balayé la dernière ligne du caractère. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, nous pouvons procéder aux modifications des codes couleurs, comme je vous l'ai dit. Comment j'ai fait? Alors, on va utiliser quelque chose d'assez classique, c'est un appel à une sous-routine que j'ai appelée modification. Cette routine modification, vous allez voir, sous-routine modification, vous allez voir à quoi elle ressemble. Alors, hop, j'insère. Donc, je vais tout simplement faire un copier-coller des couleurs de ma table ici. En fait, vous voyez, ce code couleur va être copié ici. Ce code va être copié ici, 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 ici. Tout simplement, alors, je suis obligé d'utiliser une décrémentation, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est plus exactement ça. Ma routine commence ici, c'est-à-dire que ce code est copié là, ce code, parce que si je copie ce code pour le mettre là, bien, il disparaît en quelque sorte. J'aurai que des 0, donc je suis obligé de commencer le changement par la fin. Donc 0,8 va être placé en 0,9, 0,1 va être placé à la 0,8, 0,7 va être placé en 0,1, etc., etc. Voilà le principe. Mais vous voyez que je ne peux faire ça que sur 7 codes couleurs, c'est-à-dire que ici, ce code 09 n'a pas été placé en 01. Donc je vais être obligé de rajouter une autre table, j'appellerais une table on va dire une palette de couleurs. Vous verrez. Donc je vais la placer ici. Hop, voilà, une palette qui va me permettre de placer une valeur ici qui n'a pas pu, comment dire, qui ne peut pas être cette valeur. Donc vous voyez ici, dans cette palette, je reprends à l'identique mes codes valeurs, mais vous allez voir aussi que j'ai mis
dans cette palette, c'est code valeur 0 qui correspondent à la couleur noire. Donc je vais être obligé de modifier un petit peu ma routine hein, comment dire, ma sous-routine hein, qui modifie les couleurs. Je vais être obligé de rajouter quelque chose, un petit supplément pour qu'elle fonctionne correctement, vous allez voir. Donc je vais utiliser un octet qui va me servir de compteur et je vais charger progressivement, une à une, ces couleurs pour les placer, vous voyez, ici, dans cet octet, qui est là. Donc, ma routine va lire d'abord ce code, et puis ensuite ce code. Alors, en fait, ça va plutôt commencer là. C'est-à-dire qu'elle va lire le 0, elle va le mettre là, ensuite elle va lire ce 0, ensuite elle lira celui-ci, etc., etc. Et elle va utiliser pour cela un octet que j'ai appelé compteur, hein, que je vais vous allez voir, je le rajoute, je vais le mettre ici dans voilà, on va le mettre ici compteur byte 15. Donc cette partie de routine va se charger de modifier, grâce à cette table palette, va modifier en fait ma table des couleurs. Une fois que ma table des couleurs a été modifiée, alors ce que la routine va vérifier, c'est surtout vérifier quelle est la valeur du compteur aussi, je précise. Tant que mon compteur est égal ou supérieur à 0, eh bien, il n'y a pas de souci. Et lorsque il arrivera, ce compteur, à 0, eh bien, il faut replacer cette valeur de 15 initiale. 15, ça fait 0, de 0 à 15, ça fait 16 couleurs. Là, je suis obligé de remettre lorsque mon compteur est arrivé à 0, c'est de replacer la valeur 15, tout simplement. Et puis, je termine cette sous-routine par un RTS qui me permet de revenir là où le code a fait immédiatement après là où le code a fait son saut. Donc, mon code va revenir dans sa lecture, être lu ici par le, 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 le processeur. Alors j'ai fait une petite erreur, je me rends compte, c'est que j'ai placé ici cette partie, mais vous voyez, elle est mal positionnée, c'est une erreur de débutant, c'est que je dois la placer en dehors de la routine principale, sinon mon assembleur ne va pas comprendre ce que j'ai fait. Donc je dois la placer en dehors, hein, vous voyez, de la routine principale. La routine principale qui se termine par exit. Voilà, la routine, c'est presque terminé. C'est presque terminé. Nous allons maintenant rajouter une dernière chose qui est importante hein, quand on a recours aux interruptions liées au phénomène, au faisceau raster, hein. Eh bien, il faut valider l'interruption en rajoutant un au registre D019. Ça peut se faire au travers de cette instruction. Voilà, ASL. L'interruption est validée. D'ailleurs, je me rends compte que je fais des fautes un petit peu partout. Donc l'interruption ici est validée et je peux revenir à la routine de gestion normale hein, de mes interruptions, celle du kernel, en faisant un saut à cette adresse. Voilà. Nous allons maintenant lancer le programme pour nous assurer qu'il fonctionne correctement. Alors, j'espère que tout s'affiche bien chez vous. Alors, on va faire notre 6 4096. Voilà, ça fonctionne très très bien. Je vais vous montrer une petite chose avant de terminer la vidéo. Je reviens ici à mon assembleur. Si voilà, je paralyse hein, l'appel de la sous-routine modification, vous allez voir ce que ça donne.
6 et 4096 et voilà. Vous voyez qu'il y a bien 8 couleurs différentes, hein, dans chaque caractère. Alors vous voyez, heu, il va falloir prendre un microscope, hein. Mais il y a bien 8 couleurs différentes qui s'affichent dans ce caractère. La différence, c'est que, bah, j'ai pas il y a pas de mouvement des couleurs, il y a pas de changement. J'ai paralysé en quelque sorte la routine qui procède au changement de couleur. Et si je fais ça, on voit, je passe d'un mode inversé à un mode normal. On voit, que les couleurs s'affichent sur les côtés, ici. Voilà. Bon, bah, écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ce petit effet visuel, est sympa, ça c'est très simple à mettre en œuvre et puis ça a un petit peu de gueule dans les démos. Voilà, à plus.